quand même plusieurs mégas. Et comme ça, cette opération-là est faite pour tout le monde parce que l'opération suivante est plus compliquée. Il s'agit de le déployer sur MySQL. Et ça, bien sûr, je suppose que vous n'avez pas étudié comment faire. Donc, on ne passera pas par phpMyAdmin. Je partage l'écran. Voilà, est-ce que tout le monde voit bien? Et puis, est-ce qu'on a tout le monde? On est 12, ok. Donc, là, je vais sur donc, racine UAMP. Dans UAMP, je vais sur bin. Alors, si vous n'utilisez pas UAMP, mais un autre stack, vous allez de toute façon dans bin et vous allez chercher la base de données MySQL. Donc, rappelez-vous, dans UAMP, ça se trouve dans database. Donc, dans binaries, il y a Apache, PHP et database qui correspond donc à MySQL. Donc, j'entre dans database. Là, j'y trouve MySQL 5. Donc, j'entre dedans, MySQL-5.7.11 et dire, et là, j'ai bin encore, c'est des bins. Et dire, et là, j'ai MySQL.exe. Alors, vous n'avez pas à faire tout ce cirque, tout ce chemin-là, si vous installez MySQL dans votre path. De nouveau, le path, c'est quoi? Panneau de configuration, système et sécurité, de nouveau système, paramètres système avancé, les variables d'environnement. Et là, la variable d'environnement path, au niveau utilisateur ou au niveau global système, voilà, elle est ici. En tant qu'administrateur, vous pouvez changer au niveau système. Et là, vous faites modifier et vous pouvez ajouter ici, sans effacer ce qu'il y a déjà dedans, attention, vous ajoutez à la toute fin, point virgule, et le chemin d'accès à mysql.exe. Sans entrer mysql.exe, bien sûr, vous entrez juste tout ce chemin qu'on a fait, voilà, pour accéder au dossier bin qui contient MySQL. Si vous faites ça, vous n'aurez plus à faire tout ce chemin à chaque fois. Vous pourrez taper MySQL n'importe où, il saura le trouver. C'est exactement ce qu'on a fait avec Composer, par exemple. Si vous n'avez pas utilisé le setup Windows, ou bien avec PHP, ici, PHP 7.4.7, qui a été installé dans le path de façon à pouvoir taper PHP partout. C'est une opération qu'on a souvent besoin de faire pour divers logiciels, qui ne s'installent pas automatiquement avec un installateur. Donc, moi, je ne le fais pas. On n'est pas obligé de le faire parce que je ne vais pas tous les jours taper MySQL en ligne de commande. Mais si vous voulez être tranquille, vous le mettez dans le path. Vous avez vu, donc je me suis déplacé dans ce dossier pour le faire. Et donc, j'arrive ici, j'ai MySQL, je peux exécuter la commande. Et il va dire non, tu n'as pas le droit parce que tu ne t'es pas logué, tu n'es accès refusé pour l'utilisateur ODBC @localhost sans mot de passe. Donc, pour que je puisse accéder, il faut que je fasse -u pour user et -p pour password. Voilà, donc ça, c'est un peu le principe. Monsieur, oui. Pour le MySQL d'exemple, il se trouve dans le bin aussi. Oui, quelque part dans un des bins, oui. Ok. Je l'ai mis sur le chat, Myriam. Quoi? Je l'ai mis sur le chat de Teams. Ah, d'accord. Merci. À la limite, si vous n'arrivez pas à faire ça maintenant, c'est pas grave. C'est pas pour maintenant. Ok, comme ça, ok. C'est pour le truc d'autonomie tout à l'heure. Comme ça, on est sûr que tout le monde a les fichiers de base. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, voilà. Je vous montre en général, puisqu'en fait, la documentation fournie pour la base de données, il y a des petites lacunes qui font que vous pourriez perdre beaucoup trop de temps à chercher comment faire. Voilà pourquoi j'explique. Bien sûr, vous avez le dossier sur GitHub, le README, MySQL Employees. Vous avez ce tutoriel d'installation ici, mais bon, voilà, quand vous vous trouvez devant ça, vous ne savez pas quoi faire parce que ça ne fonctionne pas.
Pourquoi? Parce que MySQL, de 1, n'est pas un stdin global. Donc, voilà pourquoi vous risqueriez de vous retrouver devant cette erreur-ci. Par exemple, si je vais ici à la racine, je tape MySQL, il me dit, ben, c'est quoi ça? Je ne connais pas MySQL. Voilà pourquoi il faut d'abord entrer dans le dossier qui contient MySQL ou bien mettre tout ce chemin dans le PAF, comme ça vous pouvez taper MySQL n'importe où. C'est donc pour expliquer cette partie-là. Ensuite, pour expliquer ce truc-là, ça c'est pour expliquer des tests, il ne faut pas vraiment le mettre. Ce qui est important, c'est de mettre, voilà, importe la base de données MySQL. C'est ce qu'on va faire, sauf que ça ne suffit pas non plus, puisque si on écrit cette commande-là, au bon endroit, il va nous dire non, tu t'es pas logué. Donc, c'est pour vous expliquer en fait que c'était un peu léger ici, hein, le tutoriel d'installation, il contenait plein de manquements que je suis en train de, même sur GitHub en fait, hein, de vous démystifier un petit peu. Voilà, ici, on nous parle de ça, mais ça ne fonctionne pas, ok? Donc, je vous démystifie un petit peu le bazar parce que ce n'est pas aussi simple que d'écrire juste ceci. Mais ce n'est pas trop compliqué non plus. Alors, je retourne dans le dossier. Event ping database. Et donc là, je fais MySQL-u root, ça c'est le username. Je vais mettre ça après, pardon. Je vais mettre ça après. D'abord, je mets la commande qui nous intéresse. C'est import employees.sql. Je me rends compte que je suis en train de dire une bêtise. Je suis en train de dire une bêtise, c'est pas grave. Et puis -p. Ça, ce serait la commande. Sauf que je l'ai fait au mauvais endroit. Parce que je suis distrait. Parce qu'il va me dire maintenant, ben oui, mais je ne sais pas où est ce fichier employees.sql. Alors, c'est pas grave, vous pourriez, ça j'ai pas testé par contre, lui donner le chemin d'accès. Si vous l'avez mis sur votre bureau, alors vous seriez en train d'écrire un truc de ce genre-ci. Donc, le chemin d'accès vers, mais je crois qu'il faut doubler les backslash du coup. Je suis pas sûr. Doubler les backslash. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est l'inverse. Voilà. Donc, au lieu d'aller là-dedans, c'est ma faute, il faut aller dans l'autre. J'ai téléchargé le fichier. Donc, il s'appelle comment encore? Il s'appelle test DB master, le dossier qui contient tout. Voilà. Donc, en fait, je vais ouvrir une invite de commande ici. Donc, Shift-clic, ouvrir une fenêtre de commande ici. Voilà, c'est dans ce dossier-là qu'il faut taper la commande. Comme ça, vous n'avez pas dû mettre tout le chemin pour trouver le fichier employees. Et donc, du coup, là, vous ne pouvez pas taper MySQL parce qu'il ne le trouve pas. C'est donc ici qu'il faut faire cd backslash bin database MySQL. N'oubliez pas d'utiliser tabulation. Hein. Avec tab, il remplit l'adresse pour vous. Bin et puis MySQL. Pas besoin de mettre le point .exe. Et là, je commence en fait. employees.sql -u root -p. Voilà. Après ça, il va vous demander le mot de passe. Vous tapez root et puis ça s'exécute. Est-ce que tu as du blé? Non. Ah, il est oublié. Monsieur, comment vous avez mis votre invité de commande à partir du fichier DB master? Je n'ai pas très bien suivi. Tu fais un clic droit, tu trouves rien. Ouais. Tu fais Shift au clavier, majuscule, clic droit.
À tout hasard, la fenêtre PowerShell de Windows, c'est la même chose que le truc de commande? Oui, oui, c'est Ouais. meilleur, sauf que je l'aime pas, donc... Parce que moi, j'ai que ça, il me propose pas la commande, justement. Bon, c'est très bien. Très bien. Même, vous pouvez utiliser même Git Bash. Et une fois qu'on est sur l'invité de commande, on écrit quoi? Parce que je passe. Merci. À ce moment-là, vous mettez le chemin d'accès vers MySQL. Okay. Donc finalement, la commande qui est mise dans la documentation, il faut juste rajouter avant MySQL tout le chemin d'accès et puis après employees.sql le login et le mot de passe, donc -u root -p. Je peux envoyer ça ici. Ah ben, c'est très bien, vous l'avez fait. Oui, voilà, hein, Nathan, il a fait l'inverse. Donc, ça fonctionnait, Nathan, les backslash passaient bien? Ouais, moi ça marchait, ouais. Oh, très bien, il ne faut pas doubler les backslash, donc c'est bien. Donc, après ça, vous obtenez... Hop. La base de données employees qui contient une table employees, donc des employés. Alors, du coup, j'en avais un petit peu marre d'utiliser des petites bases de données de rien du tout. Et donc là, je vous ai trouvé une base de données énorme. Il y a des millions d'enregistrements, ce qui devient un peu plus réaliste. Je vais essayer de travailler un peu plus avec des tables des bases de données business. Donc là, on a dans la table employée, voilà, 119 000, non, 11 977 pages, et multiplié donc par 25 employés par page. Donc ça fait un bon paquet d'employés, au total 299 423 employés, donc presque 300 000 employés, avec leur numéro d'employé, leur date de naissance, prénom et nom, le genre et la date d'embauche, hire date. Monsieur, j'ai une erreur. C'est celle de Simon dans le chat. Et j'ai 0 ligne dans chaque table. Fail to open, erreur, oh là là. Et c'est le premier, c'est pas le premier lot, ça quand même. Donc vous voyez que c'est une série de fichiers SQL. Bon, essentiellement le fichier SQL employees, et puis il y a des dumps, des load department, load employees, etc. Et dans les loads, il y a les inserts. Et dans le fichier SQL, il y a les create, donc création de la base de données, utilisation, création des tables. Et après la création des tables, il y a chargement des dumps d'insertion. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut charger que employees.sql et il va ensuite enchaîner avec tous les dumps d'insertion. Et donc, effectivement, apparemment, le premier dump échoue chez certains d'entre vous. Vous utilisez quoi comme stack? Ah mais non, il faut tout garder, tout ensemble. Donc comme je viens d'expliquer, il n'y a pas que employees.sql, il y a tout ce base. En fait, les autres employees partitioned et partition 5.1 ne servent à rien. C'est vraiment juste employees SQL et puis tous les loads qui vont ensuite charger les données dans la base de données. Donc ne sortez rien du dossier test DB.
Donc voilà, au niveau des employés, les employés, ils se trouvent dans certains... Ils ont des salaires, donc ils ont eu historiquement plusieurs salaires. Donc l'employé 1001, on voit ici qu'il a eu jusque-là plusieurs salaires de telle date à telle date. Donc on voit que pendant un an, il avait ce salaire-là, puis après l'année d'après, il a eu un autre salaire, etc. Donc, à chaque fois, les augmentations de salaire. Donc, un employé, bien sûr, il a un seul salaire en cours, mais dans son historique, il a eu plusieurs salaires. Relation one-to-many. Un employé a eu plusieurs fonctions. Ben, pour l'instant, il n'en a qu'une, mais au fil du temps, il a eu plusieurs fonctions. Ici, l'employé 10004, il a été ingénieur. Du 1er décembre 86 au 1er décembre 95. Ensuite, de décembre 95 jusqu'à maintenant, donc la date infinie ici, 9999, il est senior engineer. Donc un employé a une seule fonction évidemment actuelle, mais en termes de relation entre la table employees et titles, un employé peut avoir plusieurs fonctions puisqu'il s'agit de l'historique de ces fonctions. Donc, vous voyez, dans une certaine complexité déjà plus intéressante que les petites bases de données qu'on faisait avant. Donc ici, il y a lieu de traiter la notion de, OK, quelles ont été toutes les fonctions qu'a exercé cet employé. Ça, c'est ce qu'on peut faire classiquement avec une select join. Et puis, on peut aussi poser la question de quelle est la fonction actuelle de l'employé. Alors là, on va aller sur une restriction where, où on dira, mais au niveau de la date from to date, ça doit être compris, enfin, la date d'aujourd'hui doit être là, comprise entre from date et to date. J'espère que c'est clair. Les départements. Donc, les employés travaillent dans 9 départements différents. Là, pas besoin d'avoir des trucs énormes. Hein. De toute façon, dans une entreprise, déjà 9 départements, c'est beaucoup. Qui sont numérotés D001 à D009. Et là, on est dans du many to many, puisque on peut avoir par rapport à département EMPT les départements dans lesquels les employés ont travaillé historiquement, de nouveau. Et actuellement, il faudra regarder au niveau des dates pour se trouver dans quel département il se trouve actuellement. Donc on voit par exemple l'employé 10 010 est référencé 2 fois, département 4 et département 6, mais il y a évidemment de 24 novembre 96 à 26 juin 2000, ensuite de 26 juin 2000 à maintenant, à l'infini. Et enfin, les managers de département. Eh bien, ce sont toujours des employés de l'entreprise qui ont le rôle de manager. Donc, on retrouve le numéro de l'employé, le département dont il est le manager et de quelle date à quelle date il a été manager de ce département. Voilà, 6 tables, c'est plus petit, hein, c'est pas beaucoup, mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir beaucoup de données pour être un peu plus réaliste par rapport à une base de données d'entreprise. Ça marche? Bon, j'arrive toujours pas. J'ai toujours l'erreur numéro 2. L'erreur de Simon, en fait. En partant de... J'ai mis MySQL en global, puis j'ai dans le dossier TestDB master. Ouais. Puis j'ai fait la commande MySQL employé.sql /u route. Et là, ça me fait une erreur 2. Ok, bon, au pire, mais c'est assez difficile à faire. Au pire, il faut faire manuellement dans phpMyAdmin en copie. C'est très dur à faire parce qu'il y a beaucoup trop de données et MySQL et phpMyAdmin va planter. Ça prend plus de temps, donc il faut faire petit à petit. Donc il ne faut pas prendre tout le contenu de load employees
Parce que c'est celui qui va poser problème. Les autres vont aller. Si je veux faire le load département, vous avez vu qu'il n'y a pas grand-chose. Vous copiez-collez cet insert dans phpMyAdmin SQL ici et vous exécutez cette requête. Aucun problème. Pardon? Non, non. Attends, je dis pas de bêtises. Est-ce qu'on peut importer le... Oui, ah, peut-être. Oui, oui. Un insert into, Oui, oui, oui. On pourrait importer comme ceci. Ouais, parfait. Oui, on peut le faire. Ouais. Et du coup, ça résout le problème pour l'autre fichier. Donc, vous importez les différents loads. Mais l'ordre est important, hein. Il faut importer d'abord le département, puis employé, parce qu'au niveau des clés, etc. Monsieur, je suis perdue là. Département, employé, dep manager, titles et salariés. Je suis perdu aussi, donc... Vous êtes perdu où? Oui, je suis déjà perdue à la commande, moi. Idem. Eh ben, c'est Nathan que j'ai eu tout de suite là. Oui. Non, Simon. Non, c'est Nathan. A relevé un point assez intéressant auquel je n'avais pas vraiment pensé, c'est qu'on peut importer les dumps. Du coup, si vous ne nous en sortez pas avec la commande MySQL en console, vous faites du copier de ce code employees, vous copiez ce code, mais ne copiez pas la fin, parce que ça ne fonctionne pas du tout sur phpMyAdmin. Donc, vous ne copiez que les parties create, donc création de toutes les tables et tout ça, et vous les exécutez dans la fenêtre SQL. Ça, c'est pour la création des tables. Ensuite, pour le chargement, vous faites des imports de chaque fichier dump. Ok, mais je vous laisserai vous débrouiller tout à l'heure pour ça. J'étais juste pour un petit peu vous éviter de vous trouvez tout seul à perdre beaucoup de temps à importer, à générer cette base de données. Je suis sûr que vous allez vous en sortir maintenant qu'on a élucidé un petit peu 2-3 mystères. Dans notre gestion donc des articles de ce CMS. Alors, on avait vu qu'il y avait notre commande. Oui, voilà, nous avions notre commande bin/cake, bake. Elle nous a permis avec all de générer tout ce qui concernait donc les articles. Je crois que c'est ça que j'avais fait. Donc j'ai généré les users. C'était user. Entité et table, contrôleur et template. 4 templates user. On n'a pas regardé au niveau des contrôleurs. Donc, on a juste vu index et view. Okay. Alors, index tient en 2 lignes, mais il y a moyen de faire plein d'autres choses entre-temps. Hein. Là, c'est très, très basique. Récupérer la table user, la passer au paginator et du coup avoir une liste d'utilisateurs qui est paginée et envoyer cette liste à la vue. Pour la méthode view, on reçoit un ID de user. On accède à la table. Avec la méthode get, on va pouvoir filtrer pour n'avoir que celui qui a cet ID-là. Et on envoie ce user à la vue. Alors la méthode get prend 2 paramètres. Ce deuxième paramètre, ce sont des options.
Et on va pouvoir comme ça dire, par exemple, avec la clé contain, que l'on veut non seulement avoir la liste des utilisateurs, mais on veut aussi les articles associés, puisque un utilisateur peut écrire plusieurs articles et que ça a été défini. Donc, on ne peut pas faire ça si on n'a pas défini dans la table users l'association. Et donc, ça, c'est un des points clés de la programmation framework avec un ORM, Object Relation Mapping. Une fois qu'on a installé son framework, qu'on a configuré la base de données, la première étape, c'est de faire le mapping relationnel. Donc, s'occuper de la base de données. Donc, ça consiste en quoi? Générer les entités et les tables et définir les associations entre les différentes tables. Cette table users, on est bien dans users table, est en relation as many avec la table article. Un utilisateur a plusieurs articles. Et on définit en deuxième paramètre un tableau d'options. On peut mettre plein d'options. Pour l'instant, il n'en voit qu'une ici. C'est la clé étrangère qu'on va retrouver dans article. Donc, dans users, il n'y a rien. Dans article, il y a user ID. Alors, hop. Ce qui est CMS. Dans users, il y a juste email, password de l'utilisateur. Mais dans article, c'est bien là qu'on a quel utilisateur a créé l'article via user ID. Donc, on renseigne la clé étrangère. Et grâce à cette association, donc il va y avoir plusieurs types d'associations. Là, il y a as many, on aura également as one, on aura également belongs to, many, etc., etc. Donc, il va falloir étudier les différentes associations, relations qu'on peut avoir entre les tables. Grâce à ça, alors du coup, côté contrôleur, on peut dire je veux les utilisateurs, mais en même temps, donne-moi un peu les articles de chaque utilisateur. Et ça va générer une requête select all from users, join, inner join article, where user ID correspond à ID d'utilisateur. Voilà. Ça va, c'est clair? Presque. On suppose. Et puis, on a vu qu'on peut également créer n'importe quelle variable et l'envoyer également à la vue. On a compris cette histoire de compact, à quoi ça sert. En réalité, c'est un raccourci, puisque l'écriture normale, c'est de dire voilà le nom de la variable dans mon template, et elle correspond à cette valeur-là. Donc, à la limite, si je veux, je peux très bien ne pas définir une variable ici et envoyer directement une valeur. Voilà. La valeur fiche d'un utilisateur est envoyée à la vue sous le nom de variable title. Même je peux dire ici NB, j'envoie la valeur 156. OK, on envoie des valeurs dans le template en nommant les variables qui vont contenir ces valeurs dans le template. Bon, c'est plus sympa d'avoir évidemment aussi une déclaration de variables au-dessus. On déclare toutes nos variables, puis on fait le traitement. Voilà. Donc, on a vu index et view. La méthode add, ajouter un nouvel utilisateur. Alors, elle a l'air plus longue, plus compliquée, mais elle ne l'est pas du tout. On a l'envoi de ce user vers la vue. Au début, on a création de ce nouvel utilisateur. Donc, cette fois-ci, on se connecte à la table, mais il ne s'agit pas de retrouver un utilisateur. Il ne s'agit pas de dire, OK, donne-moi tous les utilisateurs ou donne-moi un utilisateur dont l'ID correspond. Il s'agit d'en créer un nouveau. Donc, du coup, la méthode, c'est new empty entity. Et donc, une entité vide. Donc, en gros, elle n'est pas encore présente dans la base de données, elle est ici dans la mémoire. Et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut en fait
vérifier que la requête est bien une requête de type POST. On ne peut pas créer un nouvel utilisateur en GET. Il nous faut un formulaire qui est envoyé les données en POST. Et donc, l'objet request du contrôleur a une méthode is pour analyser est-ce qu'il s'agit d'une requête get, post, put, delete, ajax, etc. Si c'est le cas, alors on fait le traitement, sinon on ne fait rien. Alors, on va du coup, ici, l'objet request. Donc, la requête qui a été envoyée au serveur web contient des données. On récupère les données du formulaire. Et ces données du formulaire, on va les patcher, les faire correspondre à notre user vide, cet user qu'on vient de créer ici. Donc en gros, le user, il y a un champ email, un champ password, il n'y a pas de champ created, rappelez-vous, et modified, ce sont des champs automatiquement gérés, on ne doit pas les renseigner. Et l'ID est automatiquement géré également, puisqu'on est en auto-incrément. Donc le formulaire contient ces deux données-là. On récupère ces deux champs et on les met dans l'objet user ici. À ce moment-là, il y a également la validation qui s'exécute, c'est-à-dire ce qui est mis dans les entités. Pardon, dans la table toujours, pardon, dans la table, les validations. Donc, il faut que l'email soit de type email, il doit être présent et non vide. Le mot de passe est un scalaire, donc une chaîne de caractères, maximum 255 caractères, obligatoire à la création, non vide. Si c'est issued, validé, alors vous avez ici une erreur qui va se produire. Si ça fonctionne bien, vous avez votre user qui maintenant n'est plus vide et qui est prêt à être persisté avec la méthode save. Save nous renvoie true ou false. S'il nous renvoie true, on envoie une notification flash de succès avec ce message-là. Et on se rappelle que __, ça permet de gérer toutes les chaînes de caractères pour préparer la traduction dans d'autres langues. Ensuite, on fait une redirection. Donc, toutes vos méthodes terminent toujours par l'envoi à la vue ou bien par une redirection. Return, this redirect. Parfois, les étudiants oublient return. Attention, il faut faire un retour pour quitter la fonction ou bien envoyer à la vue 7. Pourquoi est-ce qu'ici, il n'y a pas? Parce que par défaut, sous-entendu, il y a ici return this render, qu'on verra plus tard, qui permet d'envoyer à un autre template. Mais comme il n'est pas mis, il va le faire par défaut. Mais il y a toujours un return quelque part. Donc, dans ce cas-ci, en fait, l'idée, c'est que comme on n'affiche pas un template, il faut qu'on écrive manuellement notre return en disant, voilà, il s'agit d'aller vers l'action index. Une fois que tu as ajouté l'utilisateur, tu retournes sur la liste des utilisateurs. Toujours syntaxiquement, vous vous rendez compte qu'il y a toujours plein de petits tableaux en fait dans ces méthodes sous ClickPHP, et dans tous les frameworks, vous aurez souvent des paramètres de type tableau, parce que on aura souvent plusieurs informations à fournir et on sera en train de les écrire comme ceci. Donc chaque information qu'on donnera à la méthode sera dans ce tableau de données. Donc, ça ne va pas vous perturber. Parenthèse, crochet. Parfois, on oublie les parenthèses, on oublie les crochets parce que tellement il y a de signes cabalistiques en plus. Ouais. Monsieur, oui. Je ne comprends pas trop pourquoi on envoie 17 compact user si c'est un user vide qu'on a créé là, par exemple, parce qu'on n'est pas rentré dans le if, si ce n'est pas une requête post, je sais pas. Parce que, très bonne question, on est localhost CMS users. Qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas? Parce qu'on est dans le formulaire et on doit y rester. Donc, new,
voilà, je suis ici, et ce formulaire, il a besoin d'un objet user vide. Si je fais une erreur, je dois rester dans ce formulaire avec un objet user vide. Ok, je vois. Pour preuve, parce que je dis ça et on me croit sur parole. Le template add, c'est bien celui-là, le template add. Il contient une variable user. Ce template a besoin qu'on lui donne un objet user pour fonctionner. Et donc là, tu m'as fait un petit peu anticiper, mais c'est pas grave. Hein. Je termine avant d'entrer dans le template, parce que sinon on va peut-être perdre le fil. Users controller. Voilà. Si jamais ça ne réussit pas, le save ne fonctionne pas, message d'erreur est envoyé. L'utilisateur n'a pas pu être sauvé. Ok. Voilà. Et donc, si tout se passe bien, on n'est pas pardon, si tout se passe bien, on est redirigé et on va sur l'index, c'est-à-dire qu'on arrive sur allez mon coco, sur la liste des utilisateurs. Voilà, sur cette liste-là, users index. Si ça se passe mal, eh bien, on entre là-dedans et on n'entre pas là-dedans, on arrive ici et on va vers la vue qui s'appelle add. Et c'est pour ça qu'on reste ici et que cette vue-là a besoin d'avoir une variable user pour la donner au helper form. Donc là, hier, on a vu les helpers HTML qui permettent de créer des différents types d'éléments dans les templates. Le helper form permet de créer un formulaire. Donc, tout ce formulaire peut être généré avec ce helper-là. Vous voyez qu'ici, on ne met pas de input. Hein, il y a juste un field set et une légende. On ne met pas la balise form. On ne met pas de button, etc. On utilise vraiment ce helper pour dire, voilà, là, tu crées un formulaire pour gérer les utilisateurs. Donc, ça va générer, inspecter, ça génère ici la balise form, méthode post, charset UTF-8, action CMS user add. Donc, même l'URL de l'action est générée automatiquement. Ensuite, this form control. Donc, on a la méthode create, la méthode control. Celle-là permet de créer un input pour le champ email, un input pour le champ password. Donc, on a bien ici, dans les field sets, alors ça ne met pas que l'input, hein, ça met tout un div carrément de classe input email required, input password required, dans lequel on a le label et l'input. Donc, vraiment, ce helper nous permet de gagner beaucoup de temps parce qu'il génère beaucoup de code HTML avec une logique métier classique, habituelle, qu'on n'a pas envie de répéter. Donc, on fait du RAD de nouveau, généré rapidement. On fait également du dry pour éviter de répéter du code inutilement. En écrivant une seule ligne de code, on a tout le div label input. Pareil ici, div label input sont générés. Bien sûr, on peut toujours le faire à la main. C'est pas parce qu'il y a des helpers qu'on est obligé de les utiliser. C'est mieux. Mais si on se rend compte à un moment donné qu'il y a un truc bien spécifique qu'on voudrait faire, c'est-à-dire qu'on ne voudrait pas vraiment mettre tel ou tel message, tel ou tel data validation dedans, vous voyez que les gestions d'événements on invalid, tout ça est généré, on input, c'est généré. Si vous voulez un peu customiser les choses, max length, etc., ben, sachez que tous ces attributs-là, vous pouvez les mentionner. Deuxième paramètre, tableau d'options. On peut les mentionner ici. On ira voir dans la documentation pour prendre davantage sur la méthode contrôle. Ou bien, vous écrivez vous-même votre balise HTML input, mais vraiment, ça, c'est vraiment old school, puisqu'on peut vraiment tout générer à l'envie. Mais voilà, les deux choses sont possibles. Rappelez-vous avec les liens, soit vous utilisez 10 HTML link pour générer un ahref,
soit vous utilisez, vous écrivez vous-même votre lien. Et puis, vous préférez en fait utiliser uniquement le helper 10 URL pour créer build, pour fabriquer uniquement l'URL. Donc, ça dépend vraiment, il y a le niveau en fait, auquel vous voulez travailler, un générateur qui génère tout, ou bien vous occupez d'une partie vous-même d'HTML, vous occupez d'une certaine partie du code avec les générateurs, avec les helpers. Je dis quand on a des outils aussi formidables, ben, autant les utiliser et ne customiser que quand on a vraiment besoin. On génère un bouton et le libellé du bouton, rappelez-vous, tout texte toujours la fonction underscore underscore. À la limite, maintenant, si vous oubliez, hein, bon, c'est pas grave, ça va fonctionner sans aucun problème. C'est juste que le moment où vous voudrez traduire votre site, où il y aura une chaîne de caractères qui n'aura pas été internationalisée et vous devrez venir et dire ah oui ok j'ai oublié de mettre la fonction, voilà j'ajoute et puis je continue. Donc à ce stade c'est pas grave si vous ne mettez pas les fonctions de traduction. Il y en a plusieurs, on les verra. Hein. Il y a aussi X, il y a aussi comment c'était encore, je sais plus, peut-être je sais plus, soit. Et puis fin, celui-là, il va ajouter la balise forme finale, fermante. This form create, this form end, entre les deux, form control, form button. Ceci, bien sûr, étant expliqué, on l'a vu hier dans la documentation partie view, partie helper. Et on a déjà étudier, enfin, consulter les helpers HTML. On a regardé le helper number, le helper text, on a un petit peu regardé. Le helper time, il était tout petit, tout facile à faire. Le URL, on l'a également vu. Et maintenant, je vous ai montré le helper form. Flash également, on a vu. Okay. Le helper form avec, je ne vais pas rentrer en détail maintenant, mais la méthode create, la méthode control, button et end. Voilà, plein de configurations, d'options possibles pour générer un formulaire spécifique. On peut même personnaliser le type de méthode en argument. Donc voilà un peu comment s'organise cet ajout. On a vu la couche table dans laquelle on a les non, c'était pas lié à ça, les validations des champs. On a la couche entité, je n'ai pas présenté, dans laquelle on a l'assignation massive qui autorise ou pas, j'ai mis false ici, mais en fait c'est trop, qui autorise ou pas à ce qu'on puisse assigner par formulaire des champs. Donc en l'occurrence ici, ça nous autorisera à voilà, pouvoir encoder ici l'email et le mot de passe. Ça autorisera à ce que le contrôleur puisse faire un patch entity pour assigner massivement, donc assigner les données en masse à l'entité. C'est ça, l'assignation massive. Et elle doit être autorisée ici. Si elle n'est pas autorisée, si je dis par exemple false, eh bien, même si je fais un patch entity, il n'y aura que l'email qui va être patché, le password sera ignoré et mon user ne possédera pas de password. C'est peut-être pour ça que ça a bugué hier quand j'ai fait le test. Je vais recommencer maintenant. Zoom Lelouia, voilà. C'était ma faute, j'avais bêtement mis false ici pour vous montrer, hein, et du coup, eh ben, ça passait plus. Hein. Ici, donc, je vous remontre, je mets false. Et donc, quand je crée un user, je mets son email. J'ai beau mettre un mot de passe, j'ai un message d'erreur, il me dit, voilà, le champ password n'a pas de valeur par défaut. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, comme le mot de passe est ignoré,
eh bien, je me retrouve au niveau de la couche MySQL. MySQL ne reçoit pas de mot de passe et donc cherche une valeur par défaut dans la configuration de la table user structure. Il n'y a pas de valeur par défaut pour le champ password. Du coup, il dit, bah non, le nul est interdit. Il me faut une valeur. Et où est-ce qu'on pourrait lui donner une valeur par défaut, du coup? Soit au niveau MySQL, vous avez structuré, vous avez défini ici que quand on ne me donne pas de mot de passe, j'en mets un par défaut. Ça, c'est des choses qui se feront au niveau conception. Pas au niveau du mot de passe, mais peut-être pour d'autres choses. Hein. Sinon, par exemple, je crée un nouvel article et je dis, par exemple, que par défaut, il est publié. Voilà. Donc, le champ publié sera par défaut à 1. Ou bien par défaut, il n'est pas publié. Je crée un article, il est en brouillon, il n'est pas publié. Donc ça, c'est vraiment une logique qu'on peut vraiment mettre au niveau base de données, et ce serait tout à fait logique de faire à ce niveau-là. Il y a d'autres cas où on ne peut pas le mettre au niveau base de données parce qu'on ne sait pas vraiment. Et bien là, il faut le faire remonter et vous le spécifiez dans soit au niveau contrôleur. Voilà, ici, vous faites une entité vide et puis c'est très facile. En fait, vous faites ceci, voilà, password, hop, et voilà, vous avez mis une valeur. Ok. C'est peut-être pas la meilleure solution. Hein. On devrait peut-être travailler au niveau modèle et pas le faire au niveau contrôleur. Mais à ce stade, je dirais, voilà. De toute façon, le contrôleur, il peut tout faire. Mais on verra qu'en fait, il vaut mieux faire un contrôleur léger. On appelle ça light controller et heavy model. Un modèle lourd avec plein de business logique dans le modèle, maximum de logique métier dans le modèle et très peu de traitement dans le contrôleur. Vos méthodes, actions doivent être toujours très très courtes. Sauf qu'au départ, c'est un peu compliqué à faire. Donc, on fera des actions longues et puis on va les alléger en mettant dans le modèle un maximum de choses. Est-ce que j'ai remis, est-ce que j'ai corrigé Oui, corrigé. Voilà, j'espère que c'est clair pour l'ajout. La modification, c'est aussi simple que ça. Edit, une fois qu'on a compris, add fonctionne assez simplement, puisque là, la différence, c'est qu'on va récupérer un utilisateur. Donc, on ne crée pas un nouvel utilisateur, on récupère celui dont l'ID a été fourni en paramètre. Le content ici, vous voyez qu'il est vide, on peut à la limite vraiment l'effacer. On récupère un user et pas les articles qu'il a écrits, juste vraiment le user. Donc à la limite, on pourrait se contenter de juste écrire ceci. Hein. Donne-moi l'utilisateur dont l'ID est passé en paramètre. Après, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie, est-ce que la requête est une requête patch, post, put? De nouveau, la logique des API et du RESTful, c'est de bien respecter les protocoles HTTP, hein, ne pas faire de modifications en GET, jamais, mais seulement en post, put ou en patch. Différence entre donc post, c'est insérer un nouveau, put, c'est modifier, et patch, c'est modifier, mais pas toutes les données, juste les données qui ont changé. Donc, c'est un peu plus précis qu'au niveau du put qui modifie tout. Donc, si c'est le cas, alors, eh bien, tu vas récupérer les données du formulaire, this request get data. Tant qu'on est là, get param récupère la query string dans l'URL, le get data, les données du formulaire. Du calme. On aura le temps d'étudier l'objet request en détail. Juste à ce moment, il faut savoir que voilà, vous avez un formulaire, this request, get data. Et on va patcher les données avec le user qu'on vient de récupérer. De nouveau, ici, il applique la validation. Donc, ce qui est défini là, au niveau de la table, voilà, l'email doit être, le mot de passe doit être. S'il y a une erreur, le patch échoue. Et on a l'utilisateur qui est mis à jour. Au départ, on avait celui qui a récupéré la base de données. Et ensuite,
il vient de le mettre à jour par rapport aux données du formulaire, il n'est pas encore sauvé, il essaie de le sauver dans la base de données, ça réussit, success, le message notification apparaît, et redirection vers la liste des utilisateurs. Ça échoue, message d'erreur, et envoie vers la même vue le formulaire de modification de ce user patché, bien sûr. Donc, on est dans ce cas-ci, ici, je viens modifier Bob, je viens entrer plein de caractères ici, je réussis, je viens modifier avec un truc qui n'est pas valide, qui sont mes règles de validation, c'est 255 maximum, je vais dire maximum 8 caractères pour le mot de passe. Et là, j'essaie de mettre un mot de passe qui est beaucoup plus long que 8 caractères. Voilà, pas pu être sauvé, recommencer. Donc, vous voyez, c'est quoi le message flash? C'est une petite notification qui apparaît. Et on a en plus ici ce petit message qui, lui, est prévu dans le template. Le message flash, lui, il est non seulement défini dans le contrôleur, success ou error, mais en plus de ça, dans le template, rappelons-nous, c'est le layout principal, où on lui a dit, ben, tu m'affiches, tu me fais un rendu de tous les messages flash avant le contenu. Voilà pourquoi ça apparaît dans cette zone ici, avant le content principal. Dès qu'on clique dessus, ça disparaît. Oui. C'est possible de savoir c'est quel validateur qui n'a pas fonctionné? Très bonne question. Effectivement, ici, on a un message laconique qui nous dit voilà, j'ai pas pu réussir, recommence. C'est un peu bête, autant mettre plus d'informations. Bon, ceci dit, on a déjà l'information ici au niveau du formulaire. Ça, c'est déjà ce qui est possible quand vous créez vos formulaires, de bien prévoir une zone d'affichage des messages d'erreur. Mais on pourrait également, donc, effectivement, afficher plus d'informations au niveau du message flash. Ben, ça, c'est un peu ici. Bon, là, quand on fait les saves, on a un échec parce que save renvoie true ou fausse. On ne sait pas finalement pourquoi ça a échoué. Il y a moyen de récupérer, comme en PDO, de toute façon, PHP utilise PDO, de récupérer le message d'erreur de MySQL et en fonction de ça, afficher tel ou tel message flash avec l'information en question. Ouais, donc ça, ce sera encore faire ici. Donc voilà, récupérer message d'erreur MySQL, voilà, etc. J'ai pas comme ça de mémoire l'instruction qui le fait, mais donc je sais que c'est possible. Okay. Le template. Alors le template edit. Donc tout ça, ça c'est le titre, le menu flottant qui est dans la side nav. C'est ce menu flottant ici à gauche. Ensuite, on a notre colonne qui contient donc le builder de formulaire. De nouveau, on lui donne un objet user. Cette fois-ci, ce n'est pas un user vide, c'est un user existant qui permet donc de pré-remplir les champs avec les valeurs de l'utilisateur. Et de nouveau, this form control email va créer un div, un label, un input, mais l'input sera déjà pré-rempli puisqu'on a obtenu un user. Même chose, le champ contrôle et le bouton submit, fin du formulaire. Donc, ça ressemble tout à fait vraiment au template add. Voilà, il n'y a aucune différence entre les deux. Je le positionne. La seule différence, éventuellement, c'est qu'on a dans le menu, on a un bouton de suppression, puisqu'on a un utilisateur existant et qu'on peut éventuellement le supprimer. La suppression, justement. Dernière méthode du contrôleur. On donne un ID de user à supprimer. Bien sûr, on ne peut supprimer que si on est en méthode post ou delete.
et pas en get. Vous voyez qu'au niveau de la syntaxe, ici, c'est un peu différent. Donc, précédemment, on avait, tiens, si la requête est post-put, donc this request is. Sauf que là, on n'a pas une requête que l'on voudrait analyser pour faire du traitement en fonction de type de requête. On a une requête qu'on voudrait donc configurer en disant que tu rejettes la requête si elle n'est pas celle-là. Donc, deux façons d'écrire. Donc, on pourrait très bien écrire de la même façon qu'on a fait ici, this request is delete. Sauf que dans ce cas-ci, ils ont utilisé l'autre méthode, c'est dire this request allow méthode. Je n'autorise que les méthodes post, put, delete. Si jamais ce n'est pas une de ces méthodes, ça s'arrête là, avec le message d'erreur. Donc, si on arrive ici, c'est qu'effectivement, on est dans la méthode autorisée. On récupère le user qui a l'ID spécifié. Donc, le user est là. Et on tente de faire un delete avec, donc, de nouveau, l'objet table, méthode delete de ce user. Ça renvoie true, ça renvoie false. On affiche un message flash de succès ou un message flash d'erreur. Qu'on ait réussi ou qu'on ait échoué, on redirige vers la liste d'utilisateurs. Ultra simple comme traitement. Après, on pourrait complexifier la suppression en ne supprimant pas de façon définitive, en simplement, donc en ne faisant pas un delete, mais en faisant au niveau base de données, une désactivation du user. Hein, vous pourriez avoir, par exemple, un champ actif en mettant true, false, il est actif, ou il est désactivé, pour éviter les suppressions et les pertes de données. On désactive tel post ou tel user, et puis ou bien on le met dans la corbeille, et puis on fait une suppression dans la corbeille définitive. Donc ça, c'est les modifications qu'on pourrait faire au niveau du delete, faire une suppression en 2 temps, plutôt qu'une suppression immédiate. Ça va jusque-là? Ça va, ça va. Relation, vous en aurez besoin pour le travail en autonomie. Je suis là, je ne vais pas générer tout pour les articles, je vais générer bin cake bake, le contrôleur de la table article. Qui me fabrique le contrôleur uniquement, mais aussi les tests unitaires pour tester le contrôleur. Maintenant, le contrôleur article contrôleur, avec de nouveau le scaffolding de index, view, add, edit et delete. Et maintenant, vous connaissez le code de ces méthodes. À un moment donné, vous le connaîtrez par cœur, ce code. Hein, c'est un peu le but, hein, de connaître un peu comment ça fonctionne tout ça. Et puis, on va le modifier, l'adapter à nos besoins pour qu'il soit un peu plus particulier. Ensuite, je vais faire un 10 bake modèle article. Et là, je génère entité article avec ici tous les champs qui sont accessibles et la table article avec méthode initialize qui va permettre de définir le nom de la table, le champ d'affichage, la clé primaire, le timestamp au niveau behavior, il y a chaque article a un create et un modified. Les relations associations sont automatiquement générées pour moi, c'est vraiment de la facilité énorme. Hein. Un article appartient à plusieurs utilisateurs, un utilisateur, pardon. Et la clé étrangère sera user ID avec une jointure de type inner join. Un article appartient à plusieurs mots-clés, ou un mot-clé peut avoir plusieurs, un article peut avoir plusieurs mots-clés. Clé étrangère, dans la table cible, il y aura la clé étrangère de la table cible et table de jointure. Je vais expliquer ça après, ça c'est plutôt many to many, ça c'est plus compliqué que le one to many qui est plus simple. Validation, le champ ID doit être un entier, il ne peut pas être vide, il peut être vide uniquement à la création.
Le champ titre a un maximum de 255 caractères, ça vous adaptez à chaque fois. Il s'est basé en gros sur ce qu'il y a dans la base de données, en fait, au niveau structure. Si vous dites ici que c'est 255 en varchar, ben, il mettra lui aussi par défaut 255 dans les validations. Rien ne vous empêche d'avoir une base de données qui disait ça, mais après, dans votre code, vous dites « Ah non, 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 moi, je veux être beaucoup plus contraignant au niveau applicatif. » Donc, il y a le niveau stockage de données, le niveau applicatif, et auquel on peut changer des choses. Et ainsi de suite. Par contre, monsieur, ouais. Là, on est d'accord, vous venez de créer le modèle des articles. Oui. Pour les articles. Moi, ça ne va pas parce qu'il me parle justement d'erreurs dans mon dossier vendor. Donc, il ne veut pas le faire. Ah. Parce que le contrôleur, il l'a fait, mais le modèle, il me parle d'erreurs dans les dossiers vendor. Là, de quel script dans vendor ou quoi? Qu'est-ce qui... Alors là, il y en a 6000. Hein. Il m'affiche 6000 fichiers qui posent problème. Hein. Oh là là, ok. PHP 7.4. Ouais. Mais si on fait quelques bake all articles, c'est bon ou pas? Est-ce qu'on devrait aussi avoir les mêmes erreurs? T'as les mêmes parce que dans les halls, il y a les modèles. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, j'ai fait ça hier, mais j'ai pas eu d'erreur, justement. Ah bah, moi, j'en ai. Simon, t'en as ou pas? Parce que je sais qu'il avait aussi la même erreur dans vendor, Ouais. mais... Attends, j'ai pas testé. Si tu fais bin, /cake, espace, bake, espace, modèle, espace, article avec un S. Ouais, voilà, celle-là. Ah non, moi ça marche. Désolé. Okay, super. Et ensuite, vous mettez... On va laisser Maxime se débrouiller. Donc là, je génère... Bon, Maxime, je vais essayer un peu d'essayer de comprendre tout à l'heure, mais voilà, c'est un peu compliqué de savoir exactement quel paramètre fait que ça ne fonctionne pas. Donc, je peux générer les templates aussi indépendamment. Et donc là, j'ai le dossier article qui apparaît dans le dossier template avec les 4 templates par défaut. Donc, vous voyez qu'on peut générer, on n'est pas obligé de faire all, on fait chaque truc indépendamment. Pourquoi? Parce qu'il se peut très bien que vous ayez déjà certains trucs et vous n'avez pas envie de faire all pour refaire. Parce que si vous faites all, il va vous dire, oui, mais attends, j'ai déjà des contrôleurs, j'ai déjà des modèles, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Je veux les supprimer? Oui, non? Donc, il va poser des questions à chaque fois, ce que je overwrite, je supprime le fichier, je le réécris. Danger de perdre votre travail, en fait. Donc, il y a moyen quand même de lui dire pour chacun non, pas celui-là, non, pas celui-là, etc. Pour éviter qu'il ne réécrive des scripts que vous avez déjà écrits. Q pour quitter. Voilà. Donc, on n'a pas toujours besoin de all, de tout générer. N'oubliez pas que quand vous faites all, il fait non seulement contrôleur modèle template, mais aussi les fixtures et des tests. Il fait beaucoup de scripts. Kick, bake, vous avez la commande help pour savoir, voilà, qu'est-ce que je peux générer. Et vous voyez que, voilà, on a des behaviors, des cells, les composants, les fixtures, les formulaires, les helpers, etc. Il y a tout ce bazar-là. Donc, on ne fera pas toujours bake all. Ne retenez pas bake all, non, non. À un moment donné, on va générer des formulaires, quoi. On va générer des tests unitaires, bake test. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un raccourci assez sympa pour aller très vite. On fait un bake all de chaque table et puis on commence à personnaliser ces éléments. Alors, n'oubliez pas que de façon magique, il m'a généré mes associations parce que ma base de données est bien conçue et que c'était bien déjà défini au niveau donc de ma vue relationnelle. J'avais déjà toutes les contraintes qui étaient faites là. User ID correspond à User ID ici, en delete restrict, voilà. Donc tout était bien fait. C'est pas toujours le cas. Il y a des bases de données où les relations ne sont pas faites. Et du coup, CakePHP ne va pas pouvoir générer ce code pour vous. C'est vous qui devrez écrire donc les associations.
Donc, dans ce cas-là, le tutoriel CMS nous explique qu'en vue donc d'expliquer que les articles, les posts du CMS, la première étape, création des articles, sont reliés à des users et à des tags, à des mots-clés. C'est ça, donc, hein, ok. Et bien là, il a fabriqué tout pour les tags. Eh bien, il faut expliquer que dans l'article table, eh bien, il y a une relation belongs to many avec tags. Pour dire voilà, qu'un article appartient à plusieurs mots-clés ou correspond à plusieurs mots-clés. Et donc, vous avez tout un chapitre sur les liaisons, associations entre tables, qui vous explique toutes ces histoires-là. Has one, belongs to, has many, belongs to many. Très, très, très important. S'il vous plaît, ne vous contentez pas du générateur, parce que sinon, quand on va passer à Laravel ou à Symfony, le générateur ne va pas vous aider autant que PHP, et vous êtes incapable de faire les associations vous-même. Donc, à ce stade, j'aime bien commencer par PHP parce qu'il nous aide, mais la facilité ne doit pas vous faire oublier d'étudier. Okay, donc, étudiez bien. As one, ah oui, c'est 1 vers 1. As many, c'est 1 vers plusieurs. Belongs to, c'est plusieurs articles qui appartiennent à un utilisateur. Donc, dans la table user, vous mettez un user has many articles. Dans la table article, vous mettez belongs to user. Je le montre. User table. Has many articles. Tandis que dans article, belongs to user. Il faut mettre les deux pour avoir dans les deux sens la relation one to many. Et belongs to many permet d'avoir la relation many to many, les tags liés aux articles. Un article a plusieurs mots-clés, un mot-clé appartient à plusieurs articles. Belongs to many tags. Et si je génère tout pour mes tags, on voit que dans tags table, il m'a également mis un belongs to many article. Après, on ira plus tard, plus dans le détail, parce que là, évidemment, il nous génère tout de façon comme assez bien remplie. Hein. Parfois, il y a même beaucoup d'informations. Mais on a envie de justement pouvoir customiser un petit peu ces choses-là. Et on ira voir un petit peu qu'est-ce que sont ces méthodes qui permettent de bien plus clarifier la relation, l'association, clé primaire, clé étrangère, nom de la propriété, etc. Alors, une fois que les choses sont faites, le tutoriel vous explique comment personnaliser le formulaire d'ajout d'articles pour prendre en compte les mots-clés. Donc, en l'occurrence, ici, quand on crée un nouvel article, on est bien en méthode post, on va patcher les données du formulaire avec l'article qui a été créé. On va, et ça répond à la question tout à l'heure aussi que m'avait posé Nathan, ou Simon, pardon, Simon. Tiens, mais comment est-ce qu'on met une valeur par défaut? Comment est-ce qu'on fait? Tout simplement, on peut encore modifier les données. On a patché ici par rapport au formulaire. On peut encore ajouter, modifier, ajouter des données de l'article ou n'importe quelle entité en initialisant les propriétés. Monsieur, j'ai une question par rapport à l'ajout d'articles. Parce que j'avais regardé une fois un tuto et à un moment, on parlait de slug par rapport à la base de données, mais je n'avais pas trop compris ce principe en fait, de slug. Très bonne question. Voilà, le slug, c'est très facile. Article ici. Mais chaque année, l'étudiant me pose la question. Le slug, c'est bêtement le titre de l'article en minuscule, sans aucun espace, les espaces sont remplacés par un tiret, sans accent, sans caractères spéciaux.
Et donc, cette chaîne de caractères permet d'avoir une URL propre. Elle va servir au référencement. Donc, ça nous évite d'avoir dans un journal, je ne sais pas moi, on voit un petit peu comment on affiche les articles ici. Voilà. C'est gai, ça. Voilà, dans un journal, on aura une URL avec le titre de l'article. Voilà. Et ça, c'est bien pour le référencement. D'accord, ok. Alors, comment est-ce qu'on fabrique ce truc-là? On prend le titre de l'article, et voilà, on supprime tous les caractères spéciaux, 2 points, espace, le point de 4000 ici, etc. On limite généralement à une certaine longueur. Vous voyez on s'est arrêté ici à des. Et voilà, et on met tout en minuscule, concaténé par des espaces. Vous pouvez vous-même écrire une fonction qui va slugifier. C'est assez facile à écrire. Vous faites un str to lower, vous faites un str replace, enfin une regex qui va remplacer certains caractères par rien, qui va remplacer les espaces par un tiret, etc. Sauf qu'il y a des librairies, on en utilisera dans le cours, vous inquiétez pas. On ira voir Packagist Slugify. Voilà. On va utiliser cette librairie-là qui permet de créer les slugs automatiquement. Ça va ? Donc ici, en fait, l'article créé, il est associé par défaut au user 1. En attendant, on ne sait pas encore qui l'a créé, mais on se dit, bon voilà, tant qu'on n'a pas fait le système d'authentification, ben, on va d'office associer ça à l'administrateur. Et puis après, on le sauve, message, redirection, message d'erreur, éventuellement. Vous voyez que si ça a fonctionné, on a quitté, on est dans l'index. Si ça n'a pas fonctionné, on va rester sur la même page add, le même formulaire d'ajout. On va afficher l'article dans ce formulaire. On va afficher la liste des mots-clés qu'il possède déjà. Mais pour ça, il faut d'abord les récupérer. On va rechercher dans la table tags tous les mots-clés. Et ce paramètre permet de les avoir sous forme de chaîne de caractères séparées par des virgules. Il y a un truc bien bizarre qui vient d'être fait ici, et magique. Donc jusqu'à présent, on a appris que 10 flèches table pouvaient accéder à la table en question. Je suis dans la contrôleur, article contrôleur, je peux faire 10 articles. Mais comme la table article est reliée aux tags, je peux directement aller vers la table tags, comme ceci. Allons dans le contrôleur article, je vais dans index, je suis ici, je fais 10 articles. Donc, à partir du moment où j'ai généré mes articles avec Bake, je peux directement écrire article ici, je peux écrire users ici, je peux écrire tags ici, tout ça a été généré automatiquement. Donc là, j'ai la table article. Cette table article est reliée, association, à users et à tags. Donc, grâce à cette association, je peux très facilement faire flèche users. Sur l'orthographe. Et là maintenant, je suis dans l'association belongs to et je suis sur users. Je ne suis pas sur la table users. Si, je suis sur la table users, mais l'objet est un objet association. Qu'à cela ne tienne, grâce à cet objet association, je peux quand même faire les méthodes get, par exemple. Et là, j'obtiens mon user 1. Voilà, le user 1. Je peux faire find et mettre mes critères de recherche. Qu'est-ce qu'on avait vu comme critères de recherche? Je crois qu'on a vu que get. Hein.
On a vu que get, on n'a pas encore vu find. Voilà, donc en gros, ce qui est génial, c'est qu'on peut vraiment aller d'une table à l'autre, mais je ne peux pas faire... Qu'est-ce qu'on a ici? Article tags, article user, ces deux-là sont reliés, donc je peux le faire. Bon, elles sont toutes reliées ensemble. Si j'avais une table qui n'était pas reliée à celle-là, je ne pourrais pas faire ici gifts, voilà, table cadeau. Je ne pourrais pas faire ça parce qu'il n'y a aucune association entre article et gifts. Donc, c'est de nouveau grâce à la table, grâce à ces histoires-là, belongs to many, has one, has many, etc., que dans le contrôleur, on a les pleins pouvoirs pour naviguer d'une table à l'autre. Mais toujours partir de la table du contrôleur dans lequel vous êtes. Je ne peux pas faire this users. Résultat, où suis-je? Ici. Voilà, nul. Je ne connais pas users. Je suis dans article contrôleur, je ne connais pas la propriété users. Okay. Je connais la propriété articles puisqu'elle est automatiquement générée sur base du nom du contrôleur. Il va enlever le mot contrôleur, il va créer la propriété articles et puis il va charger la table articles dans cette propriété. C'est pas très compliqué à programmer en PHP. Et donc, pour aller sur user, je dois passer par la relation qu'il y a entre articles et users. Après, il y a une autre technique, si jamais vous voulez accéder à une table qui n'est pas associée à la table du contrôleur, il y a quand même une technique pour le faire. Voilà, mais vous n'en aurez pas besoin pour l'instant. Donc voilà comment, en fait, il récupère la liste des mots-clés et il va pouvoir les afficher également dans cette vue qui est l'ajout donc d'un article. Voilà. Bon, j'ai aucun mot-clé pour l'instant, tiens. Donc, du coup, c'est vide. Je vous ai parlé de form control, je ne vous ai pas parlé de ce champ-ci qui permet en fait de générer un contrôle avec plusieurs données. Donc cette propriété magique underscore IDs permet donc d'avoir un champ multiple. Donc tous les tags seront générés dans ce contrôle. Donc, un select multiple. Donc de nouveau, en PHP, convention de nommage. Si vous utilisez cette convention, automatiquement, ça génère des trucs dans votre code HTML. Edit et comme add, je vais modifier un article existant. Je lui fournis non pas l'ID de l'article, mais son slug. Et donc, du coup, je peux aller dans la table article. Et cette fois-ci, j'utilise un finder. Find by slug va chercher sur base du champ slug. Article, find by email. Qu'est-ce qu'on a comme utilisateur? Bob là-dessus, oui. Les finders magiques vont automatiquement chercher sur le champ qui est spécifié. Voilà, j'ai un objet query, requête, qui est préparé. Vous voyez que la préparation de la requête est celle-là et qu'il a bien mis, si je détaille ici, mon where article email. Je suis dans article, je me suis trompé, c'est user ce que je voulais faire. Le champ paramétré, le paramètre on le trouve là. Hop, bob@sul.com. Elle n'est pas encore exécutée, elle est préparée. Il l'exécutera dès que j'aurai besoin de le faire.
et ces finders magiques qui sont générés en fonction des noms des colonnes de ma base de données. Exactement. Et Donc, si moi, jamais, du coup, user ID, par exemple, il y a un espace, du coup, c'est find by user ID avec underscore ou collé en majuscule, enfin, camel case. Bonne question. Voilà, ça c'est la convention camel case. Et donc dans article, je me suis trompé, c'était pas user. Dans article, nous avons bien le slug, le title, le body, publish, etc. Donc je peux faire un find by published. Et ici, je mets 1, à voir tous les articles qui ont été publiés. Voilà, donc tous ces finders sont automatiquement basés sur le nom. On peut faire juste find et puis mettre les paramètres, etc. également. Hein, donc, tout ça est documenté au niveau des finders dans la partie ORM, accès à base de données et ORM. Vous avez ici comment récupérer les données. Et on vous parlera donc des finders personnalisés et des finders dynamiques. Donc ça, c'est les personnalisés. Finder, pardon, voilà. Find all, aucune restriction, elle récupère tout. Et c'est l'équivalent d'un all, tout simplement. Non, pardon, pas d'un all. Non, je dis une bêtise. Donc, find, ça crée une requête préparée. All, ça exécute la requête. Et là, on récupère le résultat. To-array exécute également et ça récupère le résultat sous forme de tableau associatif. Et donc, on peut faire un find all, puis ajouter where pour avoir d'autres contraintes. Et donc, sous forme de tableau, tel champ correspond à telle valeur. On peut ajouter avec contain d'autres tables au résultat. On peut aussi limiter le nombre de résultats qu'on veut. Une fois qu'on a fait un find, de nouveau, donc, on doit l'exécuter. First récupère le premier élément, all récupère tous les éléments de la requête, et count va compter combien de résultats il y a. Donc ici, je fais un find all, tous les articles, et puis je fais un count. J'ai un article dans la table article. Si je ne fais pas le count, j'ai un objet query, requête préparée. Si je fais un first, j'exécute et j'ai un article auquel je peux accéder, au champ desquels je peux accéder. Et donc en général, on fait ceci, on fait voilà, article, reçoit, on récupère l'article et puis on le manipule. C'est un survol de ce que aborde le tutoriel. Bien sûr, après le tutoriel, il faudra aller en détail dans chacune de ces parties. Mais donc, vous voyez que ici, la méthode edit va donc utiliser ce finder et au lieu de mettre all, il va convertir tout en forme de liste, ce qui nous donne des intros. Voilà. Voilà, une requête toujours préparée, mais qui est prête à être affichée sous forme de liste si nécessaire. Donc, vous n'aurez pas vraiment, si on trouve ça au niveau des formateurs ou quoi, je ne sais plus exactement où. Voilà. Voilà, je ne parlerai pas pour l'instant aujourd'hui donc de la suite de ce qui c'est donc faire un moteur de recherche des tags. C'est un peu plus compliqué. Donc ça, on peut passer au niveau
Ça permet donc de créer des finders personnalisés. C'est un peu plus compliqué et je trouve que le tutoriel n'aurait pas dû aborder ça d'entrée de jeu. Donc, sauter cette étape-là, parce que l'important, c'est maintenant de s'exercer à créer des contrôleurs, personnaliser le traitement dans les actions, définir éventuellement, là on ne l'a pas vraiment fait, mais on pourrait définir ici par exemple les articles. Est-ce qu'on a le droit d'assigner un slug? Non, on interdit ça. L'utilisateur ne peut pas encoder le slug lui-même. Il peut encoder le titre de l'article, le corps de l'article. Il ne peut pas créer le slug parce qu'il pourrait faire des fautes. Donc ça, c'est votre job au niveau du contrôleur à générer le slug dynamiquement avec une fonction, avec une librairie. Okay. Donc là, on doit mettre false au niveau de l'assignation en masse. Pareil, on pourrait par exemple dire il ne peut pas choisir de le publier. C'est par exemple l'administrateur qui pourra le faire. À ce moment-là, on dira OK, false. L'administrateur, il va devoir valider et publier lui-même l'article. Dans ce contexte, on pourrait dire que oui, il pourrait le choisir. Au niveau de tag, qu'est-ce qu'on a? Uniquement le titre du tag. Donc ça, effectivement, il doit être là, évidemment. Bon, je dirais que les created et les modified pourraient être absents parce qu'ils sont générés automatiquement avec le behavior times time. Ok, dans le travail que je vous mets sur Moodle, donc vous avez travaillé avec la base de données employees. Et il s'agit donc de me mettre, travailler beaucoup en termes de template pour l'instant et un petit peu en termes de contrôleur. Framework ici. Donc, à la limite, je vous envoie également sur Teams pour que vous n'ayez pas tous à vous connecter. Comment est-ce que j'envoie ici un fichier? Là. FPO. Voilà. Et je le mets également sur Moodle. Vous avez oublié d'appuyer sur un tag. Ouais, non, c'est pas possible ça. Voilà. Ah, voilà. Ah. Voilà, il y a beaucoup de templating, hein, donc j'aimerais bien que vous soyez à l'aise avec les templates parce que c'est la couche qui est assez facile à aborder au niveau framework. Et puis comme ça, après, on peut monter vers le contrôleur. Ça, c'est encore assez simple, même s'il y a de la complexité. Et le plus dur, ce sera le modèle avec les validators, les requêtes, les finders personnalisés, requêtes préparées, les associations de tables. Et puis, entre-temps, on verra également le routage et d'autres joyeusetés comme ça du framework. Je ne sais pas si on aura le temps de voir les middleware dans ce cours-ci. Je n'ai jamais abordé les middleware ici, mais ça pourrait être possible éventuellement. On fera surtout l'authentification dans le prochain cours. Inscription, connexion, déconnexion d'utilisateurs.
et les tests unitaires et la sécurité. Ça va? Ouais, on va voir ça. Je pense que voilà, j'ai pas forcément besoin de parcourir l'énoncé avec vous. Je crois que vous sauriez vous débrouiller. Il n'y a pas vraiment de mystère. Je vous demande d'utiliser quelques templates Bootstrap. Voilà, histoire d'aussi renforcer notre maîtrise un petit peu de ces genres de composants. De refaire surtout les commandes qu'on a déjà faites, histoire de les rentrer dans les mains. Personnaliser des contrôleurs. Voilà, j'ai peut-être mis beaucoup pour 2 heures de travail. On verra. Si c'est trop, j'ajusterai. Si c'est pas assez, bah, j'en mettrai plus la prochaine fois. On se retrouve dans 2 heures? Ouais. Midi 40, c'est ça? Ouais, midi 40, c'est bien. Comme ça, vous savez vraiment 2 heures. D'accord. Ouais, ok. À tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure.